Machines et information, c'est le titre de l'intervention de Gérard Berry de la section des sciences mathématiques et informatiques. Je représente ici la section des sciences mécaniques et informatiques, tout en saluant particulièrement l'intersection des applications des sciences qui m'a élu et m'est chère. Notre section regroupe mécanique, mathématiques appliquées, informatique, théorie du contrôle et traitement du signal. Tous ces domaines n'ont bien sûr pas 350 ans, les mathématiques appliquées modernes et l'informatique n'étant nées qu'au XXe siècle. Mais une pensée, une action commune les traverse. L'invention et l'optimisation de machines de toutes sortes qui sont au cœur de révolutions industrielles successives, du moteur à l'ordinateur en passant par le train, l'automobile, l'avion, la machine-outil, etc. La matière et l'énergie ont formé le socle des sciences et des techniques jusqu'au milieu du XIXe siècle. Les machines mécaniques puis électriques utilisent l'énergie pour transporter et travailler la matière, ou encore transforment une forme d'énergie en une autre. Toute la grande révolution industrielle née au XVIIIe siècle repose sur elle. Puis les ondes électromagnétiques, exploitées à la fin du XIXe siècle, ont permis de connecter les hommes entre eux sans support matériel. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la notion d'information n'était pas vraiment explicite, même si son rôle était déjà bien central. Les progrès ont en effet toujours reposé sur une mesure de plus en plus fine des phénomènes naturels, comme l'équilibre des forces, les frottements, la combustion et le rayonnement, conduisant à mieux modéliser la nature et à perfectionner les machines grâce à de meilleures architectures et de meilleurs plans. Or, mesures, modèles, calculs, architecture et plans sont tous du domaine de l'information. Cette information transmise par des supports matériels standards comme le livre ou le tableau et la craie. Avec l'informatique moderne, l'information et les algorithmes qui la manipulent se trouvent magnifiés, de telle sorte que nous vivons maintenant sur un tétraèdre et non plus sur un triangle. Notons en passant que les méthodes algorithmiques de calcul sont anciennes, antérieures à la mécanique, aux mathématiques et même à l'écriture. Le mot algorithme lui-même vient du nom du grand savant persan Al-Khwarizmi, alors que le mot algèbre vient de son traité Aljabre sur la résolution des équations par calcul. Mais revenons d'abord sur l'évolution de la science mécanique. Après les premiers liens entre mécanique et calcul établis par Galilée et Descartes, Newton établit le principe fondamental de la dynamique. Huygens développe l'horloge à pendule, dont on a déjà parlé, et expérimente avec Papin la force motrice de la vapeur. En 1743, d'Alembert publie son traité de dynamique qui sert de base au traité de mécanique analytique de Lagrange en 1788. En 1765, la machine à vapeur de Watt, fiable car bien régulier par le régulateur à boules, crée la première révolution industrielle. Puis Sadi Carnot comprend en 1824 la transformation de la chaleur en énergie mécanique et introduit la notion de cycle de production de travail. Ces intuitions fondamentales conduisent au second principe de la thermodynamique et à l'introduction de la notion d'entropie. La mécanique s'étend aux solides déformables avec la théorie générale de l'élasticité de Cauchy et Navier en 1821. Puis Poisson étudie l'équilibre élastique, le comportement des poutres sous effort et les réservoirs sous pression. Le développement de la mécanique des fluides parfaits, engagé au XVIIIe siècle par Euler, d'Alembert et les Bernoulli, est poursuivi par Navier et Stokes au XIXe, avec la représentation des contraintes visqueuses et l'écriture de leurs célèbres équations. Les transformés de Laplace et de Fourier datent de la même époque. Extrayant les informations fondamentales des signaux, ici la musique, l'analyse spectrale de Fourier, étendue par Wiener en 1930, devient l'outil central pour l'étude des ondes et des vibrations en mécanique, acoustique et dans tous les domaines de la physique. Les premiers analyseurs synthétiseurs de Fourier, mécaniques puis électroniques, furent supplantés en 1965 par l'implémentation sur ordinateur de la transformée de Fourier rapide, dite FFT. Plus récemment, elle a été étendue par l'analyse en ondelettes, bien plus précise et beaucoup étudiée ici. À ces époques, comme nous l'avons vu dans les exposés précédents, il est bien difficile de distinguer les mécaniciens des mathématiciens, les savants jouant sur les deux tableaux. Newton et Leibniz créent le calcul différentiel, Cauchy l'analyse et les fonctions holomorphes. Euler et Langage le calcul des variations. Les progrès de la mécanique sont illustrés de façon éclatante en 1889 par la construction de la Tour Eiffel, monument qui nécessita des calculs très complexes, puis en 1909 par la traversée de la Manche par Blériot,
dont l'avion et le moteur étaient bien plus efficaces que ceux de ses concurrents, montrant ainsi la force jamais démentie depuis de l'aéronautique française. Dans toute la période qu'on vient d'évoquer, les calculs longs et fastidieux sont effectués soit à la main, soit avec l'aide de tables de logarithmes, de règles à calcul et de machines à calculer un peu plus tard. Mais les machines sont assez anciennes, introduites par exemple par Pascal, puis Babbage et Leibniz, que nous n'aurons pas le temps de discuter ici. L'acte de naissance des sciences de l'information et du calcul moderne a été l'invention de la théorie de la calculabilité par Alan Turing en 1936. Dans un article absolument visionnaire, Turing a introduit ces machines constituées d'un ruban sur lequel on peut écrire des caractères, d'une tête de lecture-écriture et d'un mécanisme qui décide simplement s'il faut remplacer le caractère par un autre ou décaler le ruban à droite ou à gauche. Turing a montré que ces machines simplissimes pouvaient effectuer tous les calculs connus, puis établit deux résultats fondamentaux. L'existence de machines universelles, capables de faire n'importe quel calcul à partir d'un programme enregistré sur la bande au même titre que des données, et l'impossibilité d'établir par calcul si une machine donnée va s'arrêter ou non. Ainsi, en même temps qu'il définissait la notion de calculabilité, Turing établissait ses limites. La même année, Alonzo Church introduisait le lambda calcul, langage logique qui sert toujours de fondement au langage de programmation moderne, et l'a montré équivalent à la machine de Turing. Il a posé sa thèse que tout formalisme de calcul effectif à venir serait équivalent à ces machines déjà connues, thèse jamais contredite depuis. Mais il fallut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour voir la construction des premiers ordinateurs, immédiatement suivie d'une découverte surprenante et toujours d'actualité. La difficulté d'écrire et de mettre au point les programmes, due au gouffre qui existe entre les humains, intuitifs, mais lents et assez peu rigoureux malgré leurs efforts, et les ordinateurs, à l'opposé hyper rapides, incapables de faire des erreurs, mais dénués de bon sens et d'intuition. En informatique, le bug est toujours une panne de l'homme, de l'écrivain du programme, jamais une panne de la machine, jamais une panne du logiciel. Turing s'est lui-même alors demandé comment contourner cette difficulté, soit en prouvant mathématiquement la correction des programmes, ce qu'on sait de mieux en mieux faire maintenant, soit à l'aide de logiciels apportant une forme d'intelligence à un ordinateur. La force est toujours dans le logiciel, jamais dans le circuit. Au début des années 1950 eurent lieu d'autres évolutions conceptuelles. Celle de la théorie de l'information est due à Claude Shannon, dont nous fêtons cette année le centenaire. Originellement dédiée à la compréhension et à l'optimisation du transport d'informations sur les lignes téléphoniques bruitées, cette théorie a pris une importance majeure dans de nombreux domaines. Télécommunications, compression du son et des images, traitement des signaux de tout type, optimisation des grands réseaux de type Internet, etc. En parallèle, l'automatique, nouvelle science de l'analyse et de la conduite des systèmes physiques, dont Maxwell et Wiener furent précurseurs, fut bien illustrée ici par notre confrère Pierre Faure, y compris sur le plan industriel. Et la personnalité exceptionnelle de Jacques-Louis Lyons a honoré notre compagnie quant à l'essor de l'analyse numérique pour le calcul des solutions d'équations de plus en plus complexes et à la promotion de toutes les mathématiques appliquées. L'industrie des ordinateurs a réellement démarré son explosion au début des années 1970 avec l'invention du transistor, l'utilisation du transistor plutôt, puis l'invention du circuit intégré et la mise en place de la loi de Moore. Mal comprise souvent, c'est la direction concertée de l'industrie de doubler le nombre de transistors par unité de surface, en gros tous les 2 ans. On est passé ainsi des 17 500 tubes à vide de l'ENIAC en 1946, un des tout premiers ordinateurs, aux 2250 transistors du circuit intégré Intel 4004 en 1971, puis aux milliards de transistors des microprocesseurs des ordinateurs actuels. Cette loi exponentielle commence à faiblir, pour des raisons certes physiques, mais surtout économiques. Même si elle produit des objets minuscules, l'industrie des circuits est devenue la plus lourde du monde en coûts d'études et de fabrication. Or, nous ne sommes encore jamais sortis des circuits électroniques gravés sur des substrats de silicium. D'autres technologies se trouvent enfin libérées et pourraient bien prendre la place. Là, c'est des physiciens à la rescousse. Les ordinateurs ont été progressivement connectés en réseau
jusqu'à former l'Internet actuel qui connecte des milliards de machines et qui va encore grandir énormément avec la connexion d'objets informatisés de toutes sortes. Mais la taille des données augmente à une vitesse encore supérieure, que ce soit de par l'interaction entre les hommes ou à cause des progrès des mesures et expériences dans toutes les sciences et en médecine. On dit qu'il s'est produit dans les 2 dernières années plus de données que depuis la naissance de l'humanité. Traiter ce nouveau déluge de données est un point clé pour l'avenir. Dans le monde numérique, la science informatique et les mathématiques appliquées ont eu et gardent un rôle aussi central que l'accroissement de la puissance des ordinateurs pour les progrès. En informatique, on a vu un foisonnement d'algorithmes guidés par des applications de plus en plus variées, images, sons, vidéos, etc., mais aussi de façon interne par la conception et la fabrication des circuits, réseaux et systèmes d'exploitation. La complexité algorithmique, théorie née dans les années 1970, étudie les performances des algorithmes et les optimise. Depuis la même époque, les fondements mathématiques de la programmation ont été progressivement mieux compris, d'abord sur le plan syntaxique avec la théorie des langages, où s'est illustré notre confrère Marcel-Paul Schutzenberger, puis par la sémantique formelle des langages de programmation, qui a conduit à des langages plus compacts et plus sûrs, ainsi qu'à des techniques de vérification mathématique des programmes. On a vu aussi se créer les bases de données et leurs mécanismes d'indexation rapide, se développer les interfaces homme-machine modernes, se standardiser les protocoles de communication reliant efficacement les machines dans les réseaux. Puis on a vu apparaître des idées radicalement nouvelles, comme celle des moteurs de recherche sur le web, dont nous ne pouvons absolument plus nous passer. Il est même difficile de savoir comment nous travaillions avant. Ou alors l'utilisation systématique des probabilités en algorithmique qui révolutionne le domaine. Récemment, ont explosé des idées plus anciennes, nées de l'intelligence artificielle, mais qui ont dû attendre la disponibilité d'une très grande puissance de calcul. Ainsi, l'apprentissage par réseau de neurones profonds bouleverse des domaines aussi divers que le jeu de Go, la reconnaissance de visages ou d'objets dans les images, la reconnaissance de la parole et la traduction multilingue. Il est d'ailleurs très étrange que la traduction multilingue, qui est disponible dans tous vos téléphones, n'utilise à peu près aucun concept linguistique. Ça prouve qu'il reste énormément de progrès à faire. Mais des domaines essentiels restent insuffisamment compris. Le plus critique est certainement celui de la sécurité informatique, où l'artisanat a atteint ses limites. Il demande maintenant de la science au plus haut niveau théorique et pratique. Je terminerai en notant qu'au XXIe siècle, mécanique, mathématiques appliquées, théorie du contrôle et informatique sont de plus en plus imbriquées. C'est directement vrai dans les théories de la turbulence, qui sont au cœur de la mécanique moderne et demandent de grandes simulations informatiques. De façon générale, la conception assistée par ordinateur remplace les plans sur papier et maquettes physiques par des modèles informatiques en 3 dimensions, qui permettent également de simuler l'effet des lois de commande spécifiées par les automaticiens sur l'objet à construire en fonction de son interaction avec l'environnement. L'image ici affichée porte sur l'aérodynamique d'un avion, domaine où s'est illustré notre confrère Paul Germain. D'autres exemples sont donnés par les machines à commande numérique, la robotique, l'impression 3D, etc. Enfin, les concepts et outils algorithmiques des sciences de l'information deviennent primordiaux pour la compréhension des phénomènes naturels les plus complexes, de la formation et de l'évolution des galaxies à la compréhension fine du vivant par la modélisation progressive des protéines, ici, de la cellule, des organes, des organismes, des populations, puis qui sait du cerveau. Après la puissance des leviers physiques variés que nous connaissons bien, la puissance du levier unique de l'information n'a pas fini de nous étonner. Je vous remercie.